Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre magazine en quête de sens consacré à la laïcité. Dans quelques jours, nous tournerons la page de l'année 2014 et nous allons en profiter aujourd'hui pour revenir sur plusieurs événements marquants qui auront retenu l'attention des laïcs au cours des mois écoulés. Nous parlerons ainsi d'actualité européenne et nous verrons que la tendance et les tendances qui s'y dessinent ne sont pas toujours très réjouissantes. Mais nous parlerons aussi d'avancées législatives, en Belgique notamment, avec l'extension de la loi sur l'euthanasie aux mineurs. Pour aborder ces différents sujets, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités, tous les deux compétents dans ces domaines que nous allons aborder. J'ai tout d'abord le plaisir de recevoir Jacqueline Hermans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. À côté de vous, Pierre-Arnaud Perouty, bonjour aussi. Bonjour. Vous êtes vous le directeur Europe du Centre d'action laïque, mais également le directeur de la FHE, la Fédération humaniste européenne. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans les minutes qui suivent. Mais si vous le voulez bien, pour commencer, je vous propose d'ouvrir cette émission avec l'évocation d'un événement qui a fortement marqué le mouvement laïque au cours de cette année 2014. Je veux bien entendu parler de l'inauguration, de l'ouverture de la Cité Miroir à Liège, un nouvel espace dédié à la citoyenneté. Une de nos équipes était présente lors de l'inauguration de ce lieu, c'était en janvier dernier. Nous nous trouvons dans les anciens bains et thermes de la Sauvenière, bâtiment qui a été initié par l'échevin Georges Truffaut en 1936. Le projet dans ce bâtiment de style Bauhaus, et il faut rappeler que le style Bauhaus est un style qui a été jugé dégénéré par les nazis, puisque l'école a été fermée dès l'arrivée au pouvoir des nazis. Le projet, c'est le développement à la fois du parcours des territoires de la mémoire dans un premier temps, mais c'est aussi l'arrivée des équipes du Centre d'action laïque des territoires de la mémoire et la création de la SBL NEMA qui a assumé la responsabilité de la réhabilitation. Ce qui se passera dans ce lieu doit être dédié à la citoyenneté, à la mémoire, au dialogue des cultures. Et donc on aura du spectacle, du théâtre, de la danse, des concerts. C'est un lieu qui s'adresse à tout le monde. On a des spectacles pour enfants et puis on a des spectacles, même des animations et des activités qui toucheront peut-être plus les plus anciens parce qu'on travaillera plus sur la mémoire et la nostalgie. Et donc on essaie vraiment de travailler sur l'ensemble des citoyens parce qu'il n'y a pas d'âge pour être un citoyen actif de la construction de la société. C'est vraiment la volonté de faire un lien entre le passé et le présent pour préparer l'avenir, d'où le nom de la Cité Miroir qui a été décidé, à la fois parce que cité, citoyenneté, miroir, réflexion, introspection, réflexion pour soi et sur soi. Et donc c'est vraiment cela que nous visons, développement d'esprit critique.
Voilà, et j'en profite pour vous signaler que nous vous proposerons très prochainement 2 reportages sur des activités qui se mènent actuellement au sein de la Cité Miroir. Nous parlerons notamment du nouveau parcours des territoires de la mémoire et nous aborderons également l'actuelle exposition Art et Pouvoir qui s'y déroule, une exposition à visiter jusqu'au 29 mars prochain. Et nous aurons également l'occasion de vous proposer au cours de l'année 2015 une émission spéciale. Nous installerons spécialement notre plateau au cœur même de la Cité Miroir pour vous permettre de visiter ce lieu un peu plus en profondeur. Voilà qui est dit. Pierre-Arnaud Perouty, je le disais en introduction, nous allons aujourd'hui parler notamment d'Europe et le Centre d'action laïque mène d'ailleurs plusieurs activités au niveau européen via la FHE, la Fédération humaniste européenne. Alors rappelez-nous tout d'abord ce qu'est la FHE et quel rôle y joue le CAL. Oui, alors la Fédération humaniste européenne, c'est une association qui regroupe des organisations laïques en Europe, une 50aine environ. Elle a été créée au début des années 90 pour porter la voix des laïcs au niveau européen. On sait que les églises sont très présentes sur la scène européenne et des associations ont cru nécessaire de monter une fédération pour en faire entendre une autre voix au niveau européen. Alors ce sont des associations qu'on retrouve dans tous les pays européens ? Dans l'essentiel des pays européens, on ne couvre pas tous les pays européens, mais quand même une grosse vingtaine de pays, même au-delà des frontières de l'Union européenne, puisqu'on a une association en Russie, par exemple. Et au sein de cette organisation, le CAL joue un rôle très important de soutien, est une des principales organisations qui soutiennent cette fédération. Alors nous allons le voir, vous êtes en Europe, au niveau européen et au niveau des institutions européennes, confrontés aujourd'hui à ce qu'on peut réellement appeler un retour du conservatisme. Un conservatisme qui s'observe notamment via une levée de boucliers contre ce qu'on croyait être des acquis, notamment le droit à l'avortement. C'est le cas notamment en Espagne. Ce fut le cas notamment en Espagne, ce qui a d'ailleurs donné lieu à quelques manifestations dans les rues même de Bruxelles face à l'ambassade d'Espagne. Une de nos équipes était présente lors d'une de ces manifestations. Je vous propose de regarder un petit reportage que nous avons tourné à cette occasion et nous reviendrons en studio pour en parler avec vous juste après. On n'ôte pas la vie, c'est qu'on préfère offrir la vie quand on le souhaite, dans les meilleures conditions que chaque femme jugera elle-même propre à enfanter ou pas. Voilà. Et donc on n'ôte pas la vie, mais on préfère la permettre dans de bonnes conditions et surtout promouvoir la prévention, la contraception. Pour nous c'est une question fondamentale. On ne crie pas à l'avortement, à tir à l'arigot, il faut avorter cher ami. Non, mais il faut se protéger. La contraception c'est avant tout ce qu'on veut défendre. Ça fait des jours que le ministre de Justice à l'Espagne, Gallardón, elle a sorti un document, un texte, qu'elle dit que la loi sera bonne aussi pour l'économie espagnole, parce que si la femme ne peut pas avorter, la natalité de l'Espagne va augmenter. Mais c'est comme... Pardon? C'est mon droit. Et vraiment, je m'en fous de qu'est-ce que tu écris dans un papier, c'est mon droit, tu vois. Et c'est mon corps, et c'est moi qui pris la décision de qu'est-ce que je vais faire. C'est pas, it's not your business. Pierre-Arnaud Perouty, la Fédération humaniste européenne, était co-organisatrice de cette manifestation et on peut dire en fin de compte que vous avez obtenu gain de cause. Oui, alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est grâce à la FHE qu'on a obtenu gain de cause, mais effectivement, au rayon des bonnes nouvelles, le gouvernement espagnol a fait machine arrière devant l'ampleur de la mobilisation, non seulement en Espagne, mais aussi partout en Europe, puisque c'est un élément nouveau quand même, cette mobilisation dans plusieurs capitales européennes, en particulier à Bruxelles, mais dans d'autres villes aussi, en France aussi. Parce que beaucoup de gens se rendaient compte que ce qui était en train de se passer en Espagne préfigurait peut-être ce qui pourrait se passer demain dans d'autres pays. Et on a effectivement des raisons d'être inquiet quand on voit la tendance ou ce retour conservateur dans un certain nombre de pays européens. Retour conservateur dans certains États membres de l'Union européenne, mais également au sein même des institutions. Vous y êtes confronté très régulièrement. Oui, alors effectivement, au sein du Conseil de l'Europe ou au sein du Parlement européen, cette tendance se reflète à travers une série soit de propositions, soit d'oppositions frontales à des propositions ou des résolutions qui, a priori, nous paraissent assez banales, qui promeuvent par exemple l'égalité homme-femme ou qui peuvent promouvoir une feuille de route pour l'égalité des droits homosexuels ou bien sur la santé, le droit à la santé sexuelle et reproductive, des choses qui paraissent relativement ou qui paraissaient relativement acquises, tout à coup se heurtent à des organisations qui véhiculent une image très très conservatrice et donc on se retrouve à devoir défendre des choses qu'on espérait, qu'on pensait acquises. C'est-à-dire qu'au sein même des institutions européennes, il y a des relais pour ces mouvements conservateurs?
Oui, très clairement. Il y a une série d'organisations qui ont réussi une sorte de mue au cours des dernières années. Elles utilisent très très bien les réseaux sociaux, elles se sont modernisées, rajeunies, mais l'idéologie qui est derrière et ce qu'elles prônent en termes de projet de société est éminemment conservateur et rétrograde, même si tout ça est emballé dans une communication très bien faite, mais qui porte ses fruits malheureusement, puisqu'une série de gens sont prêts à signer des pétitions ou à faire entendre leur voix. Dans certains cas, des députés, des eurodéputés sont inondés de mails, et quand je dis inondés, on parle de 50, 60 000 mails qu'ils ont pu recevoir sur leur boîte professionnelle. Et des pétitions qui atteignent parfois des chiffres astronomiques. On a parlé notamment de plus d'1 700 000 signatures, je pense, pour cette fameuse campagne One of Us. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était cette campagne? Oui, alors One of Us, c'est une campagne effectivement dans le cadre d'une initiative citoyenne européenne. C'est un outil démocratique qui a été mis en place pour rapprocher les citoyens des instances décisionnaires européennes. En soi, ce n'est pas un mauvais outil, mais effectivement, il a été utilisé par ce genre d'organisation. Et One of Us, pourquoi ce titre? One of Us, ça fait référence à l'embryon qui serait un de nous. Et donc l'idée des organisateurs de cette pétition était de protéger l'embryon humain, c'est-à-dire interdire la recherche sur l'embryon d'une part, et d'autre part interdire l'aide au développement européen qui favoriserait le droit à la santé sexuelle reproductive, la contraception et l'avortement en particulier. C'était ça l'idée. Et effectivement, cette pétition a quand même recueilli 1 700 000 signatures, ce qui à la fois est beaucoup, mais en même temps, au regard de 500 millions de personnes en Europe, c'est pas non plus énorme. Et donc, juridiquement, une fois que cette pétition atteint un certain niveau, 1 million de signatures et à quelques autres conditions, la Commission doit s'en saisir et l'examiner. Il se fait qu'en l'occurrence, la Commission l'a examinée et l'a rejetée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui tout simplement que le rapport de force laïque, progressiste et conservateur au sein même des institutions européennes n'est plus réellement favorable, ou l'a-t-elle seulement jamais été favorable aux laïcs? Alors c'est difficile à dire. Je pense qu'effectivement, sur le long terme, il y a quand même une progression de la sécularisation ou de la laïcité en Europe dans un certain nombre de domaines. On peut penser au droit LGBT, au droit au mariage pour tous, par exemple. Il y a quand même un certain nombre de pays qui sont en train d'adopter des lois en ce sens. Mais effectivement, on constate cette résurgence d'un conservatisme habillé avec une certaine modernité qui est inquiétante. Mais de là à dire que la balance est en train de pencher en leur faveur, ça je n'irai pas jusque-là, même s'ils sont certainement bien organisés, beaucoup plus nombreux et ils bénéficient de moyens financiers incomparables aux nôtres. D'où l'intérêt de la Fédération humaniste européenne, du travail qu'elle réalise au sein des institutions européennes. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les actions que vous pouvez mener au quotidien, dans la durée? Alors, par exemple, on peut proposer des amendements dans des résolutions au sein du Parlement européen. On peut s'opposer à des résolutions à l'inverse qui sont très conservatrices en essayant de mobilisant des députés, que ce soit au sein du Conseil de l'Europe ou que ce soit au Parlement européen. Donc ça, c'est un travail très politique, mais ça passe par faire de la sensibilisation, faire des campagnes, ça passe par aller dans les différents pays, expliquer les enjeux, mobiliser les acteurs en Europe, parce que des acteurs laïcs en Europe, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas toujours prêts à travailler ensemble, ou ils n'ont pas forcément l'habitude de prendre à bras-le-corps les enjeux européens. Alors, au-delà de toute cette tendance conservatrice que vous venez nous expliquer et qui se repère notamment dans les institutions européennes, il y a aussi des phénomènes très inquiétants au niveau des États membres, de certains États membres, ce populisme ambiant qui prend la forme parfois de mouvements d'extrême droite néo-nazis, n'ayons pas peur des mots. C'est le cas notamment en Hongrie. Vous étiez en Hongrie récemment. Qu'avez-vous pu observer ? Oui, la situation en Hongrie est très, très triste, en fait, et très grave, parce que là, on parle d'un pays de l'Union européenne, avec un parti au pouvoir qui est extrêmement conservateur, extrêmement nationaliste, et qui bénéficie de 2/3 des voix au Parlement. Et on se rend compte, en fait, que depuis son arrivée au pouvoir il y a 4 ans, ce parti a détricoté une série de lois et de droits, mais de manière totalement démocratique et légitime d'un point de vue strictement juridique. Et alors, par exemple, les journalistes ont vraiment été mis au pas. Il y a un conseil des médias qui impose, qui peut surveiller les médias et donc imposer des amendes aux journalistes qui seraient déviants ou trop critiques. Mais ça passe par le domaine des arts, où les subventions qui sont données aux artistes sont données à des projets qui ne peuvent pas critiquer ni l'Église ni le gouvernement. Ça va dans le domaine des juges. Il y a une série de magistrats qui ont été démis de leurs fonctions. Ça va pour les droits. Ils ont inscrit dans la Constitution que la famille, c'était un homme, une femme, donc ça, pour exclure évidemment le droit LGBT. Évidemment, l'avortement interdit aussi une modification de la Constitution, pénalisation du sans-abrisme. Donc ça touche toute une série de domaines. Et là, on est bien au-delà du respect de la Charte des droits fondamentaux qui s'impose a priori à tous les États membres. Oui, alors c'est ça le problème, effectivement, c'est que autant l'Europe est assez forte pour critiquer les régimes en dehors de ses frontières dès qu'ils ne respectent pas les droits fondamentaux, autant elle est assez démunie
quand ça se passe à l'intérieur de ces frontières. Et les pays qui sont candidats à l'Union européenne doivent respecter un certain nombre de critères qu'on appelle les critères de Copenhague. Et l'Europe est à juste titre assez regardante sur ces critères. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec la Turquie. Mais une fois qu'on est rentré dans le club, il est quand même beaucoup plus facile de faire des choses qui ne seraient pas acceptées de candidats entrants. Et là, les institutions aujourd'hui permettent difficilement d'y faire face parce que les armes qui sont en place dans les traités, sans entrer dans le détail trop technique, mais les armes qui sont en place sont tellement extrêmes, ça va jusqu'à suspendre le droit de vote au Conseil, que jamais le Conseil, c'est-à-dire l'ensemble des 28 pays européens, donc des 27 qui critiqueraient un pays, n'auront recours à cette arme parce qu'elle est trop extrême. Et donc on manque de mécanismes intermédiaires pour surveiller le respect par les États membres des droits fondamentaux à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est-à-dire qu'on pourrait bientôt avoir des États qui ne sont plus des États de droit au sein même de l'Union européenne? Alors j'espère bien que non. En tout cas, quelque chose de très touchant dans les manifestations que j'ai eu l'occasion de voir à Budapest, c'est qu'il y avait une série de gens qui portaient le drapeau européen avec eux. Et ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'Union et ils nous disaient mais où est l'Europe, quoi? Nous, ça fait 4 ans que les droits et libertés sont reniés. L'Union européenne qu'on a rejoint il y a 4 ans, c'était plus qu'un projet économique. Ça portait vraiment des valeurs, ça avait du sens pour nous. Où est-ce que vous êtes? Et effectivement, on est bien obligé d'admettre que l'Europe est largement aux abonnés absents. Alors ici, on parle bien d'un parti au pouvoir hégémonique en Hongrie, mais à côté de ce parti, il y a, je veux dire, un parti encore plus inquiétant, qui est le Jobbik, qui est un parti, lui, réellement néo-nazi. Quelle pression ce parti exerce-t-il réellement sur l'opinion publique, même en termes de terreur, peut-être parfois? Alors c'est difficile à dire parce que numériquement, le parti au pouvoir, le Fidesz, n'a pas besoin du Jobbik pour gouverner, pour faire passer toutes les réformes. Ils détiennent encore une fois 2/3 au Parlement. Mais il n'empêche que le discours du Jobbik, qui est extrêmement nationaliste, raciste, antisémite, contamine quand même la vie politique en Hongrie. Et d'ailleurs, le Jobbik se plaint du fait que le parti au pouvoir a piqué un certain nombre de ses idées et les applique aujourd'hui. Donc effectivement, ce n'est pas seulement en Hongrie, on constate que dans plusieurs pays européens, il y a quand même une extrême droite dure, je pense à la Grèce bien sûr, je pense au Danemark, mais peut-être demain en France aussi, peut-être en Belgique après-demain, voire aujourd'hui. Il y a quand même une série de contaminations d'idées qui étaient classifiées extrêmes jusqu'à présent et qui sont en train tout doucement de rentrer dans le discours politique ambiant. Pierre-Arnaud Perotti, merci d'avoir attiré notre attention sur cette tendance qui se dessine en Europe, une tendance inquiétante. On s'en rend bien compte. Jacqueline Hermans, nous allons maintenant parler de choses peut-être un petit peu plus positives au niveau belge cette fois. On parlait d'avancées législatives et on pense évidemment à cette nouvelle loi qui étend le droit à l'euthanasie aux mineurs. Avant de vous donner la parole sur cette question, je vous propose de revenir à travers ce petit reportage sur quelques réactions politiques qui ont accompagné le vote de cette nouvelle loi. Qui est pour commission de la justice? Oui, Steve. Anthony. Alors je pense que notre responsabilité en tant que politique était de sortir de l'émotionnel et de trouver une réponse qui puisse être une réponse pour tous. Et donc en effet, les personnes qui manifestent contre cet élargissement ne seront jamais obligées, quant à elles, à faire appel à l'euthanasie. Maintenant, il y a d'autres techniques que l'euthanasie. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que cette euthanasie, pour l'instant, est mise sur le pavois comme une sorte de moyen exclusif et privilégié de répondre aux problèmes de souffrance de l'enfant. Il n'est écrit nulle part qu'on ne peut pas commencer par mettre en route des soins palliatifs. Donc on va être humain, on va soulager la souffrance, mais on ne va pas non plus prolonger un état jusqu'à une agonie inacceptable, et pour l'enfant s'il l'a demandé, mais aussi pour les parents qui vont accompagner leur enfant jusqu'au bout. Toutes les lois que nous avons votées, ce sont des lois qui ouvrent des espaces de liberté, qui mettent des balises pour éviter que des abus puissent être effectués. Et donc voilà, c'est une philosophie de valeurs de liberté, des valeurs d'égalité, et puis aussi par rapport à des situations difficiles vécues par nos concitoyens, nos concitoyennes, la valeur de solidarité. Jacqueline Hermans, on a entendu beaucoup de choses au sujet de cette nouvelle loi. Il est peut-être bon de rappeler quel est réellement le contenu de cette loi. Tout d'abord, on part de l'idée principale. Il faut une demande de l'enfant. Certes, il faut également l'accord des parents. Cela se conçoit parce qu'on ne pourrait pas imaginer un cas
où un enfant demanderait l'euthanasie, où il y aurait des accords des parents, on se retrouverait devant une situation totalement inhumaine. Il faut également que le décès soit prévisible à brève échéance. Donc, il n'est pas question, évidemment, d'ouvrir la porte à des euthanasies d'enfants, alors qu'ils pourraient encore avoir une espérance de vie de 5, 6, 10 ans. Certainement pas. On a également limité la possibilité pour un enfant de demander l'euthanasie en ce qui concerne les souffrances physiques. Je dirais que c'est principalement ces aspects-là que l'on retrouve dans la loi, et à l'occasion de cette loi d'ailleurs, et peut-être que beaucoup de personnes ont été peut-être distraits en ce qui concerne une phrase qui prévoit, et pour tout le monde, que ce soit une demande d'adulte ou une demande d'enfant, qui prévoit donc qu'il faut un accompagnement psychologique, que le médecin doit veiller à ce qu'il y ait un accompagnement psychologique, et cela vaut pour tous les intervenants. Est-ce que je me trompe, ou vous avez évoqué le fait que cette loi consacre la souffrance physique, elle ne consacre donc pas la souffrance psychique? Est-ce qu'il n'y a pas eu lieu là à un marchandage politique en dernière minute pour faire passer la loi, justement? Je ne parlerai pas de marchandage, je de parlerai de compromis à la belge. Mais de toute manière, ce que l'on a voulu par ce message, c'est de dire qu'en ce qui concerne par exemple, des souffrances d'ordre moral, comme désespérance, etc. C'est plus difficile d'en parler pour un enfant. Mais cela n'implique pas que par rapport à la qualification de souffrance physique, il y ait un élément évidemment moral, qu'il y ait un élément, par exemple, de désespoir par rapport au fait que l'enfant ne peut plus vivre une vie d'enfant, qu'il ne peut plus vivre avec sa fratrie, qu'il est condamné à rester sur un lit d'hôpital, donc ce qui veut dire qu'on n'élimine pas totalement cette dimension, mais c'est dans le cadre de la souffrance physique. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler aussi pourquoi il était selon vous nécessaire de légiférer en la matière? On sait que certains ont toujours des doutes, il est peut-être bon de leur expliquer pourquoi vous pensez qu'il fallait absolument avancer sur ce terrain-là. Ce que l'on avait pu entendre de la part de spécialistes, de pédiatres, de personnes qui sont confrontées à des situations d'enfants malades. On ne parle pas évidemment d'enfants qui jouent, qui vivent leur vie d'enfant normalement. On avait entendu cette demande de leur part de dire « nous sommes confrontés à ces situations ». Un enfant qui est atteint d'une telle maladie grave, incurable, développe également une maturité souvent déconcertante. Et donc, on doit pouvoir répondre à ce type de demande et surtout pas dans la clandestinité. La clandestinité est toujours mauvaise conseillère parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un dialogue ouvert, parce qu'on va se cacher, parce qu'on ne va pas tout dire. Et donc, il y avait vraiment une demande de la part de personnel soignant qui disait « nous, on veut ». Qu'il y ait une loi qui permette d'en parler. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une demande qu'on va aller, je dirais, jusqu'à l'euthanasie. C'est l'ouverture du dialogue à ce moment-là. C'est la possibilité d'examiner toutes les solutions, qu'elles soient d'ordre thérapeutique, qu'elles soient d'ordre palliatif. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de pouvoir parler clairement et de pouvoir ouvrir ce dialogue. Alors, on a parlé du consensus politique, il y a par ailleurs la question de l'opinion publique, plus généralement parlant, et là, on a aussi parfois l'impression que dans le chef de certains groupes organisés, certaines associations, il y a eu une réelle levée de bouclier contre l'élaboration de cette loi. À quoi avez-vous concrètement été confronté? Deux choses. En ce qui concerne l'opinion dans le public, les sondages révélaient une grande adhésion à ce projet. Autre chose, c'est je dirais, l'émergence, tout comme on peut le constater par rapport à ce qui a été dit au point de vue européen, l'émergence de mouvements qui auparavant étaient relativement discrets, mais qui aujourd'hui ont acquis une certaine visibilité. Ils se mobilisent contre l'avortement, ils se mobilisent contre le mariage pour tous, et ils se mobilisent aussi contre l'euthanasie. En général, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes et je dois dire que pendant plus de 10 ans en Belgique, nous n'avons pas connu de problème très particulier en ce qui concerne l'application de la loi
relative à l'euthanasie, qui a été donc votée pour les adultes en 2002. Et très curieusement, ce n'est que depuis quelques années que l'on entend des critiques, que l'on entend aussi une certaine, je dirais une certaine perversion des cas qui se présentent. On veut parler de certains cas exceptionnels en oubliant tout ce que cela peut concerner pour les personnes qui ont pu obtenir de pouvoir partir dans la sérénité, pas seulement par l'euthanasie, mais également par le fait que le dialogue a été ouvert et que l'on a pu éventuellement trouver d'autres solutions. Mais donc, c'est très curieux de voir cette émergence où là, on se dit, mais où est-on ? Prenons par exemple la question de la clause de conscience. Clause de conscience que nous avions trouvé tout à fait normal de prévoir, que ce soit pour l'avortement ou que ce soit pour l'euthanasie. Aujourd'hui, cette clause de conscience est dévoyée. Elle est complètement, je dirais, osons le mot, violée. Et elle devient un autre concept qui est l'objection de conscience, mais plus au sens pacifique, mais pour en quelque sorte protéger des personnes qui n'ont pas envie de respecter les droits et libertés d'autres personnes, au nom de leurs valeurs que l'on peut respecter. Mais entre-temps, ce sont des personnes, je parlerai par exemple de certaines institutions, je parlerai en ce qui concerne le mariage homosexuel, on a entendu des mères qui disaient mais non, il faut respecter notre clause de conscience, notre objection de conscience. Moi, je répondrais tout simplement que des droits ont été acquis par rapport donc à cette question de pouvoir demander l'euthanasie, de pouvoir opérer un mariage donc entre personnes du même sexe. Ça ne prive absolument pas les autres personnes de leurs droits, de leur liberté, et que par exemple, si ces personnes ne veulent pas accomplir un acte dans le cadre d'une procédure d'euthanasie, elles peuvent très bien se retirer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles ne peuvent pas faire en sorte que la personne qui demande l'euthanasie n'ait pas de réponse. Jacqueline Hermans, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais peut-être en profiter pour faire avec vous un petit tour de l'Europe. On en a parlé avec Pierre-Arnaud Perotti sur cette question spécifique de l'euthanasie. On sait que la Belgique est en pointe. Ce n'est pas vraiment le cas des pays, même des pays frontaliers. Quelle est la réalité ailleurs en Europe ? À part donc les pays du Benelux qui connaissent la dépénalisation de l'euthanasie et des suicides assistés, nous avons également le suicide assisté en Suisse. À part ces pays, des discussions émergent, mais avec beaucoup de difficultés. En France, par exemple, nous avons eu la loi Leonetti en 2005 qui a institué, je dirais, le laisser mourir. Et aujourd'hui, le débat, en dépit de la promesse qui avait été faite par le candidat Hollande, la promesse numéro 21, le débat va sans doute déboucher, va sans doute accoucher d'une souris, c'est-à-dire qu'après le laisser mourir, maintenant on va le faire dormir, c'est-à-dire inventer la sédation. Jacqueline Hermans, merci d'avoir évoqué ce point avec nous. Merci à vous également, Pierre-Arnaud Perotti, d'avoir fait ce tour de l'actualité européenne ensemble. C'était, je pense, intéressant pour l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent, téléspectateurs à qui, et téléspectatrices évidemment, à qui je souhaite bien évidemment, avec quelques jours d'avance, une excellente année 2015. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment l'année prochaine. Au revoir.